Heureusement qu'on a des Donc experts pas de karaoké alors. Ah, je t'ai déçu. Je me dis karaoké. Bonjour à tous et bienvenue dans la Tech Room, le nouveau rendez-vous tech et innovation de l'UPE 13. Nous allons parler aujourd'hui de cybersécurité. Un sujet très important. Est-ce qu'on n'est pas trop parano? Quels sont les risques pour mon entreprise? Et pour réfléchir à tous ces sujets aujourd'hui, je suis entouré d'experts. Thomas Kerjean, le CEO de Mail in Black, Diane qui est directrice de la French Tech. Alors on aura aussi le témoignage de Frédéric Ponce, le cofondateur du groupe Ops, qui nous parlera tout à l'heure d'une cyberattaque qu'il a vécue l'an dernier. Mais pour commencer, quelques petites actualités. Il y en a beaucoup concernant ce sujet des cyberattaques. Quand vous regardez les journaux, vous faites une petite recherche, ce que j'ai fait hier, vous tombez sur, par exemple, depuis jeudi, il est impossible d'effectuer des achats en ligne sur les sites internet de plusieurs marques de prêt-à-porter appartenant à la galaxie Muliez. Ça, c'était dans 20 minutes. Une autre petite news, le 23 septembre dernier, les hackers qui avaient attaqué l'hôpital de Corbeil-Essonnes ont divulgué sur le Darknet une partie des données piratées. Selon la cellule d'investigation de Radio France, il s'agit des comptes rendus nominatifs de coloscopie et d'accouchement. Ouais, quand même, il se passe des trucs incroyables dans le monde du hacking. Et puis une dernière, pour la route, une cyberattaque assez peu médiatisée en France a touché près de 10 millions d'Australiens il y a une dizaine de jours. C'est le deuxième opérateur télécom du pays, Optus, qui s'est fait avoir. Le PDG précise que les données qui ont été volées ne sont pas n'importe lesquelles, sont des informations comme celles qu'on peut trouver sur Facebook ou LinkedIn, date de naissance, nom, numéro de téléphone, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Plus 400% d'attaques en France en 2022. Avec surtout des entreprises qu'on appelle du mid-market, les moyennes entreprises de secteurs privés, publics et hospitaliers notamment. On verra tout ça dans le détail. On va parler de phishing, de ransomware, de fraude au président. Et la question qu'on pourra se poser aussi avec nos experts, c'est pourquoi ça se passe maintenant, pourquoi il y a cette explosion des cyberattaques. Et sans tout dévoiler, on peut déjà dire que c'est à la fois lié, comme on le vit tous, à notre nouveau mode de travail, le télétravail notamment, post-Covid, le fait que la plupart des employés ne soient pas forcément bien sensibilisés et formés à ces sujets de cyberattaque. Et puis, la démocratisation du hacking. Ça devient un vrai business, le hacker. Voilà, c'est un entrepreneur qui fait du business, qui va investir, qui va avoir un retour sur investissement. Donc c'est finalement un nouveau monde, un nouveau contexte sur lequel on va creuser avec vous aujourd'hui. Pour commencer, rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers Thomas Kerjean. Bonjour. Avec cette séquence qu'on appelle KCC pour essayer de décrypter en fait le monde du hacking. Est-ce que tu peux nous éclairer sur finalement ce que c'est concrètement que le hacking, de quoi on parle, et puis on a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le hacking en clair, c'est le piratage. Ça porte plusieurs noms. Différents. Ça a une origine qui est très simple, qui est la recherche d'un retour sur investissement. Je suis hacker, je suis pirate. J'ai deux motifs dans la vie. Je suis généralement basé en Europe de l'Est, ou en Russie, ou en Corée du Sud, ou en Chine. J'ai un premier motif qui est économique. Donc, comme pour toute activité, je vais investir finalement dans des moyens je vais mesurer mes risques légaux, techniques, et je vais mesurer le revenu que je vais générer avec mon activité. C'est réellement comme ça qu'il faut le regarder aujourd'hui. Le business du piratage à l'échelle mondiale est colossal. Dans la cybercriminalité, il pèse assez peu. Il pèse moins d'1% de la cybercriminalité au global. On parle de trafic de drogue et autres types de trafics illégaux. Donc les cyberattaques est l'une des sources de cybercriminalité. Donc qu'est-ce qu'on cherche finalement ? On cherche on cherche de l'argent. C'est le premier motif. Il y a un deuxième motif pour le hacker qui est de déstabiliser la crédibilité des régimes occidentaux. Ça veut dire déstabiliser les hôpitaux, déstabiliser les processus électoraux qui ont lieu en Occident en vue de signifier que l'Occident touche à son terme. Donc c'est l'une des motivations fortes du hacking aujourd'hui dans les années 2020. Donc, et c'est quoi les principales techniques qu'utilisent aujourd'hui les hackers? Donc les techniques principales, il y en a 5 ou 6. Si je le prends sous le prisme du retour sur investissement, si je suis un hacker, je vais regarder où est-ce que j'investis le moins
pour avoir le plus en risquant le moins, d'accord? Donc on parlera en conclusion avec Diane du deepfake, qui est plutôt de l'ordre du futur du hacking. À très court terme, les menaces les plus répandues vont passer par l'utilisation de toutes les données qu'on peut trouver aujourd'hui, et elles prolifèrent parce qu'on a de plus en plus d'utilisateurs qui sont connectés, 5 millions de plus d'ailleurs depuis Covid, confinement avec le télétravail. Donc les données que je fais proliférer sur le système d'information, sur le web, sont une source, et mon niveau de protection. Voilà les deux paramètres à avoir en tête. Niveau de protection et technologique, d'accord? Comment je suis protégé? Les données, par contre, elles sont propagées sur les réseaux sociaux. Il y a mon numéro de téléphone, mon numéro de sécurité sociale. Comme tu le disais à l'instant, Corbeil-Essonnes, on a maintenant des données de santé qui circulent sur le dark web. Et donc, le hacker va finalement utiliser 2 ou 3 méthodes les plus répandues, l'ANSI, dont on parlera tout à l'heure. Donc, de très très loin, la première forme de menace aujourd'hui, c'est le phishing. D'accord. Le phishing, c'est la tentative de hameçonnage. C'est tout simplement un mail que vous allez recevoir qui va usurper l'identité de quelqu'un que vous connaissez ou une institution dans laquelle vous avez confiance, comme la sécurité sociale ou comme un grand cabinet de conseil, et dont le but est de vous soutirer généralement votre numéro de carte de crédit ou vos identifiants sur Office 365 typiquement, pour ensuite repropager l'attaque plus largement. Donc le phishing ou hameçonnage, c'est le mail. Voilà. Et ça marche bien? Il y a beaucoup de gens qui se font avoir? Prenons un hôpital, voilà, un hôpital français typique processe environ 4 millions de mails entrant et sortant par mois. Sur ces 4 millions de mails, on parle d'environ, on va dire, 15 000 mails vont être du ressort de la tentative de phishing. Donc c'est quand même significatif. Ça a un bon retour sur investissement parce que pour un hacker basé à l'étranger, le niveau de risque légal est très faible. Parce qu'on parle d'une petite somme qui va être ponctionnée sur chaque employé dans une organisation donnée, d'accord ? On parle d'un investissement faible. On trouve aujourd'hui sur le dark web, donc sur le web illégal, sur le web non officiel, on va dire, plus qu'illégal, on va trouver de quoi faire un phishing très bien fait, avec sans faute d'orthographe, avec une qualité d'exécution parfaite, et tous les bons modes pour pouvoir soutirer les données qu'on souhaite, et le retour sur investissement, donc niveau de risque faible, investissement faible, et finalement retour sur investissement sur des centaines de milliers de tentatives de phishing que subissent les organisations françaises tous les jours. Évidemment, il y a un retour sur investissement. Donc ça, c'est le phishing, première type de menace. De très loin, la première, et la première sur laquelle l'ANSI alerte, effectivement. Il y en a une qui est directement liée à cette attaque, dans le même format, qui est le ransomware. Le ransomware, c'est tout simplement, on l'appelle le rançongiciel. En fait, c'est un logiciel, un virus, qui, porté par un email, va s'installer sur votre poste de travail, va se propager dans votre système d'information et va crypter toutes vos données. Donc, vous recevez un mail qui vous dit, voilà, tous vos ordinateurs et tous vos serveurs sont bloqués. Voilà. Payez-nous une rançon et nous vous restituerons vos données. Typiquement, on parlait de l'hôpital de Corbeil tout à l'heure. Corbeil-Essonnes a refusé de payer cette rançon et va reconstruire pour des dizaines de millions tout son système d'information. On parlera aussi. On sait quelles sont les entreprises qui payent ou qui ne payent pas leur rançon? Alors, jusqu'à récemment, la politique gouvernementale était de recommander de ne pas payer les rançons, pour ne pas inciter quelque part les hackers. Voilà. La législation est en train de se muter à l'heure où on est en train de parler, dans le but pour l'ANSI notamment de pouvoir, et des institutions gouvernementales, de pouvoir tracer les volumétries d'attaques par ransomware, de pouvoir mieux y répondre, de pouvoir mieux assurer les entreprises. On parle quand même dans le cas du phishing, on parle de dizaines de milliers d'euros, centaines de milliers d'euros. Dans le ransomware, on est plutôt sur l'ordre du supérieur à 2 millions d'euros en demande de rançon. Donc on parlera avec Frédéric Ponce tout à l'heure justement d'une attaque par ransomware sur colis privé pour bien décrypter. Voilà. Mais ce mode opératoire, voilà, un hôpital français ou une collectivité française ou une PME française en subit en moyenne 2 tentatives par jour, on va dire. En moyenne. 2 tentatives. Oui, 2 tentatives par jour en moyenne. Et pour les hôpitaux pendant le confinement, c'était de l'ordre de 4 tentatives d'attaque par ransomware par jour. Voilà. Et alors. Je ne sais pas si tu veux détailler une autre de ces techniques et avant qu'on se pose la question de ce qu'on peut faire finalement, parce qu'on est finalement assailli régulièrement par ces attaques. Donc il y a quand même un troisième type d'attaque, c'est 2 premières passent essentiellement par mail.
Il y en a une troisième qui est par le web, à laquelle tu faisais allusion tout à l'heure, qui est le DDoS. Voilà, donc ça s'écrit DDoS. En fait, ça signifie tout simplement un refus, un déni de service. Voilà, c'est une attaque qui va viser cette fois-ci votre site web, s'il est transactionnel, si par exemple vous avez votre business qui est de la vente en ligne. On va saturer quelque part la capacité de votre site web à pouvoir traiter des informations, le faire tomber. Voilà, ça c'est une attaque aussi extrêmement répandue. On va attaquer un site web transactionnel. Ça peut mettre par terre une société de e-commerce pendant la durée de ce refus, de ce déni d'accès. On a d'autres types d'attaques qui sont émergentes mais qui sont plus anecdotiques, comme le but de l'émission n'est pas de générer de la crainte mais vraiment d'éduquer. Il y a les attaques par SMS. Elles sont peu nombreuses en réalité, très visuelles. Elles ont une forte croissance. Donc, je parle de l'attaque par SMS du type Diane, il vous reste des crédits sur votre compte CPF, ce genre de choses-là. L'impact est modéré et la fréquence est encore faible en réalité. Il y a aussi, donc ça s'appelle le smishing, l'attaque par SMS. Elle est encore assez circonscrite, voilà, pour remettre un petit peu l'église au milieu du village. Le vishing aussi, c'est-à-dire le hack téléphonique. Le hack téléphonique se répand, mais il reste encore très anecdotique à l'échelle du phishing par exemple. Voilà. Pour des raisons simples, si on se met dans la tête une grille de lecture à retenir pour décoder toute l'industrie de la cyber, c'est le business du hacking, c'est-à-dire quel est le retour sur investissement de passer des appels téléphoniques pour avoir un retour sur investissement. Il est forcément plus faible que celui de faire une attaque par phishing. C'est ça qu'on appelle la fraude au président? Non, la fraude au président, oui, la fraude au président, c'est un scénario qui est un scénario de phishing en fait, d'accord. Ça s'appuie sur le mail et ça vise à usurper l'identité d'un dirigeant de l'entreprise. On l'appelle spear phishing ou fraude au président. Ça consiste à se faire passer parlons par exemple de la French Tech, je vais me faire passer pour Diane, qui manage l'équipe de la French Tech auprès de son équipe. Donc je cherche à quelque part à inspirer confiance. Le message type va être voilà, c'est Diane qui vous écrit, je suis bloqué en Indonésie, est-ce que vous pouvez me faire un transfert de 30 000 euros, j'ai une urgence à régler. Et donc pris dans l'urgence, qui est un mécanisme fréquemment utilisé dans les attaques, l'équipe va transférer cette somme à un hacker en réalité. La fraude au président, voilà, qui concerne les directions générales, les directions financières, toutes les directions qui finalement ont des données soit confidentielles, du type PNL, business planning, accès au compte de l'entreprise, accès à la signature de l'entreprise, et qui peuvent transférer des fonds ou des données confidentielles. D'accord. Donc le gros sujet, ce qu'on voit, c'est que ça passe par l'email beaucoup aujourd'hui. Comment on fait quand on est un chef d'entreprise pour éviter de se faire attaquer, d'avoir des rançons à payer, que ses collaborateurs se fassent avoir par ces usurpations? Alors, on parlera aussi des solutions, Diane évoquera les solutions un petit peu plus tard, mais globalement, je vais simplement relayer les recommandations de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organisme d'État, qui, dans le cadre du plan France Relance, ici, fait des recommandations très claires aux organismes publics comme privés, à savoir se couvrir sur les couches fondamentales de protection de leur système d'information. On va parler de choses très rudimentaires, on parle de 80% du job qui est fait déjà en couvrant la protection des canaux de communication principaux, d'accord. Donc l'ANSSI va graviter autour de 3-4 sujets qui vont être ce qui s'appelle l'EDR. Donc il y a des sociétés en France, un grand nombre de sociétés en France comme Tetris, comme il y a plein d'éditeurs, je pourrais pas les citer tellement il y en a qui protègent le poste de travail. Voilà, ça ce sont des solutions qui sont absolument fondamentales. Antivirus, etc. C'est ça. La chaîne de logiciels qu'on a. Voilà, c'est la base de la base. Les deuxièmes grosses recommandations de l'ANSSI, c'est tout simplement de mettre à jour ses postes de travail. Voilà. C'est l'une des premières failles du système d'information, c'est l'exploitation d'une faille de vulnérabilité, d'une ligne d'un serveur ou d'un poste de travail. Voilà. Ça, c'est ces deux choses-là. La protection du mail, on en a largement parlé, parce que c'est le premier outil de travail avec le téléphone de 95% des entreprises en France, du tissu socio-économique de nos 3 millions de TPE, PME et de notre dizaines de milliers d'institutions publiques. Et enfin, il y a un sujet sur lequel on insiste de plus en plus, qui est tout simplement, et c'est très lié à l'époque post-confinement, qui est le niveau d'éducation
Au numérique en général, hein, je pense que la plateforme en sait quelque chose. Au numérique en général, des employés, savoir utiliser les technologies, savoir se protéger. Voilà, l'éducation, la vulnérabilité liée au manque d'éducation sur le numérique est une faille béante. Et voilà, donc si je devais me résumer... Le sujet principal, c'est si je suis un collaborateur et que je reçois ce mail frauduleux, ce phishing, si je clique ou pas, quoi. C'est ça. C'est ça le sujet. C'est ça. Chargé par votre journée de travail, vos enfants, l'école, la charge de travail qui pèse sur nous tous. Voilà, il n'y a pas de... voilà. Merci Thomas pour ce premier éclairage. Je vous propose qu'on enchaîne avec la séquence Geek Guest avec Frédéric Pons, le cofondateur du groupe Ops, Colis Privé, bien d'autres entreprises qui travaillent dans ces domaines de logistique où il y a donc beaucoup d'enjeux en matière de système d'information et donc potentiellement de cyberattaque. Frédéric va témoigner finalement de ce qui lui était arrivé l'an dernier en matière de cyberattaque, et puis après on pourra débattre sur ce volet avec lui. Un mot de contexte sur Ops, effectivement, qui a subi une cyberattaque donc Colis Privé, qui est un concurrent de la Poste, un acteur de taille significative, a subi une cyberattaque, et Frédéric Pons a été sur le pont pour la gérer, et je pense qu'il est très intéressant d'entendre son témoignage parce que au-delà des recommandations, il y a les réactions de stress qu'on peut avoir dans ces cas-là, et on réalise tout ce qu'on aurait pu gérer différemment, et on voit aussi que les patrons d'entreprise cherchent à faire marcher leur activité, ne sont pas censé être paranoïaque, mais je pense que le témoignage va être vraiment très instructif pour les autres patrons qui nous écoutent. Bonjour, Frédéric Pons, je suis le cofondateur de Ops Group. Ops Group est une entité qui agglomère une douzaine de sociétés à Aix-en-Provence, qui a une verticale sur le e-commerce en partant de la création des sites internet jusqu'à la livraison en boîte aux lettres. Et effectivement, on est là aujourd'hui pour raconter l'aventure de la cyberattaque. Après le Covid, on a décidé d'introduire Colis Privé en bourse parce que simplement le groupe Ops avait besoin de cash. On avait cette pépite Colis Privé qu'on avait créée 10 ans auparavant, et on s'est dit il faut absolument effectivement passer une partie du capital à quelqu'un d'autre, donc à une multitude d'actionnaires en bourse pour pouvoir financer le reste du groupe. Donc on a commencé les roadshows, là c'était en début d'année dernière, et au milieu des roadshows, quand on avait vu une trentaine d'investisseurs, qu'on arrivait à la fin de notre roadshow en mai, là d'un coup, tac, tout s'arrête. Du jour au lendemain, tout s'arrête. Cyberattaque, donc on n'est plus capable ni de recevoir des commandes, ni de les livrer, ni de facturer, ni de suivre la compta, etc., etc. Tout s'arrête. Et là, c'est vraiment une catastrophe parce que vous dites, vous êtes obligé de l'annoncer parce que vous êtes dans une période suivie par l'AMF. Et là, vous vous dites, globalement, ça va être compliqué pour les investisseurs de se dire, je mets de l'argent dans un groupe qui est bloqué par la cyberattaque. Donc voilà ce qui nous est arrivé. Donc un peu une catastrophe parce qu'en fait, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Enfin si, vous comprenez vite que c'est une cyberattaque, ça. Puis d'ailleurs, les rançonneurs vous le disent. Donc ils vous demandent quelques millions en Bitcoin. Vous recevez un petit mail avec une promo d'ailleurs, parce que le Bitcoin à ce moment-là fait moins 30. Donc on s'est dit bonne affaire. On a une promo à moins 30 en ce moment si on paye la rançon. Mais c'était des millions d'euros. Enfin c'était beaucoup d'argent. Hein, donc, mais par rapport au coût que ça a, honnêtement, ça aurait été plus économique de payer la rançon que de faire tout ce qu'on a fait pour remettre tout en état. Et puis la perte qu'on a eue quand même, parce qu'il y a quand même quelques clients qui, du coup, ont arrêté à ce moment-là. Quand Amazon vous appelle et vous dit « Tiens, je vais vous aider, je vais couper les commandes pour l'instant tant que vous êtes en période de trouble. Pour vous aider, ça vous aide, mais ça vous coupe le chiffre d'affaires quand même. » Nous, comme on a énormément de salariés, on a été aidé par l'ANSSI, qui aide normalement les établissements publics, les hôpitaux, les administrations. Donc, ils nous ont aidés à essayer d'identifier notre problème. On avait 1200 serveurs qui étaient infectés. Donc, un truc complètement dingue à remettre en œuvre. On imaginait que ça pouvait prendre beaucoup de temps. On a été aidé aussi par nos fournisseurs, que ce soit IBM, Jaguar, enfin tous nos prestats se sont mis dessus. On avait plus d'une cinquantaine de personnes qui bossaient sur le sujet.
Parce qu'en fait, on avait deux options. Il fallait qu'on aille vite, soit vous payez la rançon, et franchement, on s'est posé la question. Il faut savoir d'ailleurs que on vous dit c'est interdit, mais si vous le faites quand même, vous êtes même remboursé, parce qu'on était assuré en fait. On était assuré, heureusement, on avait pris une assurance cyberattaque. Donc c'est illégal, mais vous pouvez le faire quand même, et vous êtes remboursé de la rançon. Donc franchement, on a eu une période où on s'est dit pourquoi pas. En tout cas, moi, je me suis dit pourquoi pas. Mon associé, pas du tout. Lui, il m'a dit, Fred, on rentre pas dans ce truc-là. Voilà. Bon, moi, j'étais plus pragmatique. Je me disais, si on paye la rançon, du jour au lendemain, on repart. Et donc, on peut continuer notre roadshow. Et donc, on peut introduire en bourse. Et donc, on peut lever de l'argent et sauver le groupe et 15 000 salariés. Parce que j'imaginais bien que si on paye la rançon, les gares vous réouvrent. Parce que sinon, leur fonds de commerce tombe. Donc, et j'avais vérifié, et certaines personnes qui avaient payé des rançons, bien sûr, sont reparties tout de suite. Et en fait, on a bien réfléchi et on a décidé de ne pas le faire pour des raisons d'éthique. Au fond, on s'était dit, on ne va pas alimenter cette cybercriminalité parce qu'effectivement, si tout le monde paye, bah, ça va continuer comme ça à vitam. Donc, on a décidé de ne pas le faire. Et là, vous vous attaquez à une montagne parce que vous avez 1200 serveurs qu'il faut checker, nettoyer et faire repartir. Parce qu'en fait, on avait une solution de backup, c'est-à-dire qu'on avait backupé toutes nos data, mais comme vous ne savez pas quand est-ce qu'ils sont rentrés, en fait, vous ne savez pas vraiment quand est-ce que vous devez reprendre votre backup. Parce que si vous remettez un backup infecté, bah, vous recommencez dans la cyberattaque, etc. Donc, c'est un bordel sans nom. On a mobilisé toutes les forces de l'entreprise. J'ai donné des méga primes aux gens pour qu'ils bossent le jour, la nuit, etc., etc. On s'est fait accompagner, je vous ai dit, de nos fournisseurs. Bref, on avait plus de 50 personnes qui checkaient chacun des serveurs un par un, etc., pour les faire repartir. Et donc, premier jour, on a fait repartir 2, 3, 10, 15, 20. Et en quelques semaines, on a réussi à faire repartir nos serveurs. Mais la performance exceptionnelle qu'on a eue, et c'est pour ça, nous, qu'on s'appelle en interne les singes pirates, c'est qu'on a été capable, sans outils informatiques, de continuer à opérer complètement notre activité, c'est-à-dire de réceptionner des colis, de les traiter, de les trier, de les livrer. Et ça, franchement, encore aujourd'hui, j'en ai des frissons en me disant, j'ai une équipe de dingue qui a été capable de gérer avec des tableaux Excel, des feuilles de papier, etc., revenir un peu à l'âge de pierre, en attendant qu'on remette en place notre système d'info qui est crucial dans notre métier, hein, puisque si je reprends Colis Privé, c'est quand même une boîte qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui livrait des colis, des millions de colis, sans un chauffeur et un camion, puisqu'en fait notre métier c'était de prendre des colis chez nos clients, Amazon et les autres, et de sous-traiter à des 3500 sous-traitants. Et donc notre seul métier, nous, c'était l'IT, c'était la connexion entre les deux et le suivi de l'activité, parce que je ne vous parle pas non plus du suivi des livraisons. C'est-à-dire qu'on était incapable de dire est-ce que le colis a été livré. Pendant ces périodes-là, nos clients nous demandaient, on disait oui, comme d'habitude, on fait de la qualité de service, mais on n'était plus capable de rien. Donc voilà, donc une période très très compliquée où il faut beaucoup d'agilité, énormément d'agilité et beaucoup de pugnacité pour arriver à très vite sortir de la nasse, quoi, parce que c'est vraiment un truc où vous n'avez plus aucune donnée, plus zéro, rien. Voilà, rien. Et vous facturez plus. Donc, vous faites plus de chiffre d'affaires non plus. Donc, voilà. Donc, vraiment, on est content d'en être sorti comme ça. Mais c'est vrai que c'est une période très, très, très compliquée. Et malheureusement, qui peut arriver à n'importe qui, à n'importe quand, parce qu'on était très protégés, honnêtement. On avait anticipé ça. On avait mis effectivement des pare-feux dans tous les sens, etc. On était assurés, heureusement. Et là aussi, il ne faut pas jouer avec ça parce que ça coûte des millions. Enfin, nous, ça nous a coûté des millions d'euros. Donc, heureusement qu'on avait une assurance qui ne prend pas tout, mais qui prend quand même une bonne partie. Voilà. Donc, une expérience douloureuse, mais à la fois qui met à l'épreuve l'entreprise. Donc, comme tout, nous, de toute façon, c'est notre vie. Les montagnes russes, on monte, on descend, on remonte, on descend. Et donc, quand vous tombez comme ça, c'est aussi l'occasion de voir comment vos équipes réagissent, comment la boîte est capable de rebondir, etc., etc. Je pense que ça a été une grande expérience. On dit qu'on apprend des difficultés. Là, c'est une méga difficulté.
et on a méga appris. Voilà. Très honnêtement, c'est tellement soudain. En fait, même si vous avez imaginé qu'un jour vous pourriez être bloqué, c'est tellement soudain, c'est-à-dire qu'en fait, on vous appelle à 2h du mat en vous disant voilà, les serveurs sont bloqués. Enfin, on a bloqué les serveurs parce qu'en fait, on s'aperçoit juste que les serveurs sont infectés. On ne sait pas combien, on ne sait pas où, etc. Donc, on a décidé d'arrêter tous les serveurs. Donc, en plus, c'est une décision de l'entreprise parce que du coup, vous bloquez tout volontairement. Et là, on ne se rend pas compte de la dépendance qu'on a par rapport à l'informatique. C'est un truc de dingo. Enfin, nous, surtout qu'on est des sociétés qui sont avant tout tech. Et donc, on a 90 informaticiens chez Ops. Et vous pouvez imaginer que l'entreprise est complètement figée. Mais complètement figée. Donc voilà, donc vous retrouvez en vous disant, voilà, qu'est-ce que je fais avec ce dilemme absolu de dire est-ce que je paye et ça repart demain, ou est-ce que je suis un good boy, je ne veux pas rentrer dans cette criminalité et du coup je ne veux pas l'alimenter et donc je vais galérer pendant des semaines et je vais faire galérer toutes mes équipes pendant des semaines et mes prestats, etc., etc. Bon, on a décidé ça, franchement, avec du recul maintenant on est très content d'avoir fait ça. Et si j'ai un conseil à donner, c'est ne payez pas les rançons. C'est vraiment, il ne faut pas alimenter ça. Voilà. Une période bien trouble, on est sorti de là, et pour la petite histoire, on n'est pas allé en bourse et on a vendu notre boîte à Rodolphe Saadé chez CMA-CGM et on est très content et lui aussi. Bon, une fin d'histoire différente de celle qu'on avait imaginée. On va discuter des solutions possibles. Comment on fait quand on est un chef d'entreprise pour se préparer, et quelles sont d'ailleurs aussi les solutions accessibles sur notre territoire. Diane, je me tourne vers toi, la spécialiste aussi de cet écosystème d'innovation et de start-up. Vers qui on peut se tourner quand on est un chef d'entreprise pour muscler finalement sa résistance aux cyberattaques? Alors, il y a déjà un réflexe à avoir, et Thomas, tu en parlais tout à l'heure. En cas de cyberattaque, pensez ANSSI. Je pense que c'est vraiment le maître mot aussi d'aujourd'hui. La ANSSI est vraiment là pour aider à gérer cette crise. Après, bonne nouvelle, sur le territoire, on a des startups justement qui proposent des solutions, et même plusieurs. Donc, ce qui prouve vraiment la place de la cybersécurité qui se développe. On peut par exemple citer EOLink, qui va aider les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, à utiliser de façon plus responsable et de façon sécurisée leur système d'information. Proactive, eux, sont à Gap. Ils ont développé un boîtier, Sherlock, qui va permettre de faire un audit de vos systèmes d'information et ainsi détecter les failles et anticiper et du coup pouvoir vous protéger des cyberattaques. Wuxo également, qui, eux, permettent de protéger vos informations en stockant et en faisant des sauvegardes de toutes vos données. Chimère, toute nouvelle, qui viennent de sortir, et ils ont un positionnement assez original parce que eux vont aller sur le darknet, puisqu'ils ont un peu cette philosophie, ce qui ne se voit pas ne peut pas se faire attaquer. Donc ils vont stocker les données de l'entreprise sur le darknet. Ah, c'est original. Original. Et bien sûr, on ne peut pas parler de cybersécurité sans mentionner Mail in Black, qui eux ont une solution pour protéger les messageries grâce à des solutions anti-spam, et aussi vont former les salariés aux cyberattaques, parce que le facteur psychologique est hyper important dans les cyberattaques. Ouais. Donc il y a vraiment pas mal de solutions sur le territoire, et bien sûr Medinsoft aussi a des formations sur la cybersécurité, donc n'hésitez pas aussi à contacter Stéphanie. Ouais. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement. Oui. Et effectivement, il y a le sujet aussi des compétences en matière de cybersécurité, parce que au-delà de la sensibilisation des utilisateurs, il y a des solutions techniques, il y a ce qu'on va faire de ces systèmes et ces réseaux, comment on va développer ces applications. Et bon, je prêche pour ma paroisse, mais à la plateforme, on forme des jeunes et moins jeunes à la cybersécurité, entre Bac+3 et Bac+5. Donc si vous êtes intéressés aussi, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, qu'il y a une vraie ambition, en tout cas au niveau de la French Tech, au niveau national, de faire de la cybersécurité un secteur d'avenir. Donc à peu près 30 000 emplois vont être créés dans les prochaines années avec la cybersécurité. Et de faire aussi émerger 3 licornes en cybersécurité. Donc ça prouve que c'est vraiment un sujet national et d'actualité. C'est vrai que sur les 10 entreprises retenues au grand défi cyber, on peut citer aussi, sur les 10, il y en a quand même
3 dans la région. Tu as parlé de Wuxo, donc Luc Dursault qui s'occupe de backup, donc sauvegarde de données, mais aussi Egeri qui est basé à Toulon et qui s'occupe d'auditer, de faire un peu un bilan du niveau de sécurité de l'entreprise. Egeri qui est une très très belle société aussi régionale. Donc on a un écosystème assez robuste en Provence sur la cyber. Et est-ce que tu peux nous dire 2 mots, Thomas, sur ce volet sensibilisation et comment, ce que tu me racontais précédemment, on est chacun finalement potentiellement sensible et perméable à une attaque en fonction de notre état psychologique? Alors, on a recruté des docteurs en neurosciences dans notre lab pour tester, essayer de comprendre pourquoi les gens se font piéger. Donc on a plus de 600 organisations testées. On a simulé des attaques sur plus de 600 organisations et à hauteur de 360 000 simulations. Donc on a quand même un échantillon significatif. Qu'est-ce qu'on a appris en très simple? On a appris que les ressorts neurologiques d'attention, de temps d'attention, sont aujourd'hui très faibles en réalité. Les temps d'attention, et j'invite vos enfants, je sais que tu en as à éviter de consommer les TikTok et autres Instagram qui sur une génération entière ont diminué les temps d'attention. Les temps d'attention sont de plus en plus faibles et les moments d'attention entre midi et 2, après 17h30, avant les vacances, avant le week-end, ce sont des moments où on est particulièrement vulnérable, où on relâche l'attention. En région française, après 17h30, à Paris, après 18h30. Voilà, les Parisiens travaillent plus tard, mais les Marseillais travaillent plus tôt. On a aussi identifié des traits psychologiques. Donc, si on se dit, ok, en fait, les hackers n'utilisent pas n'importe quelle méthode pour piéger quelqu'un. Il y a un registre de mots sur lesquels Diane ou toi, Thomas, vous allez être sensible ou pas. Voilà. Sur 360 000 attaques, ce qu'on a observé, c'est que le registre d'attaques qui profite de la charge mentale, qui profite du niveau de stress d'un employé. Donc, Diane, renouvelle ton mot de passe avant 24 heures, sinon nous allons te couper tes accès à Office 365. Ce registre-là de la menace a un taux de performance 2 fois supérieur à n'importe quel autre registre et un temps de réponse 2 fois inférieur. Autrement dit, pour n'importe quelle organisation donnée en France, ce registre-là est le plus profitable pour un hacker. D'accord ? Et que ça concerne, je dirais, quelqu'un comme moi ou comme nous qui on est assez sensibilisé à ces sujets-là, donc des populations plutôt un peu, pas geek, mais voilà, on connaît le sujet, ou ma mère ou quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu. Donc ce n'est pas un déterminant fort. Les critères socio-démographiques, âge, genre, niveau d'éducation, les éléments socio-démographiques sont assez peu déterminants en réalité, malgré la légende urbaine, on l'a testé au volume, à part sur la tranche 18-25 ans. 18-25 ans. Le reste le taux de vulnérabilité moyen des employés d'une entreprise gravite en France autour de 24%. Quelle que soit l'organisation. Et ce qu'on va retrouver, par contre, c'est indépendamment de l'âge, du niveau d'études, du niveau de salaire, de tous ces critères qu'on prend pour être des vérités, pour pouvoir identifier ses propres menaces, sont beaucoup moins déterminants que les traits psychologiques de vos employés. Et vos employés, c'est quoi ? Ce sont des gens qui vivent en surcharge de travail la plupart du temps, qui gèrent leur vie privée, leur vie professionnelle et qui vivent dans un certain niveau de préoccupation, d'autant plus post-Covid et dans le cadre des conflits militaires en cours et des troubles bancaires induits. Il y a une charge mentale, comme on dit, importante. Ouais. Une charge mentale, comme on dit, qui est devenue une vraie réalité, qui a dépassé le cercle des discussions entre psychologues, là, qui devient vraiment quelque chose de pesant pour les employés et qui est un vrai facteur favorisant, 2 fois supérieur, par exemple, à un autre registre qui va être celui de la curiosité. Alors, le registre de la curiosité, c'est cliquer ici pour connaître tous les salaires de la plateforme. Voilà. Ce registre-là est moins performant que celui du stress. Il arrive quand même à 40% de taux de pénétration, là où le premier arrive à plus de 65% de taux de succès. Voilà. L'altruisme, c'est un 3e registre qu'on a testé. Ça va être, par exemple, soyez solidaires envers l'Ukraine, cliquez ici pour faire un don, ce genre de choses-là, un taux de performance d'environ 20%. Voilà. Donc en fait, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on a tous des traits de personnalité
altruistes, curieux. Et en fait, il ne faut pas juger les utilisateurs. En fait, ils sont juste en train de réagir comme des humains. Il faut plutôt essayer de comprendre à quel registre ils sont sensibles et ne surtout pas essayer de les éduquer à la cybersécurité, en fait, mais plutôt les éduquer à leur comportement. Il est plus utile, Thomas, que je te dise, tu t'es fait piéger par un hacker à abuser de voilà, tu as un comportement altruiste, il a abusé de ce registre-là. Attention au registre, attention si tu reçois des mails de la Croix-Rouge ou des Restos du Cœur ou autre. Je serais bien plus utile en t'éduquant comme ça qu'en t'expliquant qu'il faut que tu crées un mot de passe comme ci, comme ça. Voilà. Très intéressant, merci beaucoup Thomas. Et si on se projetait un petit peu dans le futur, puisqu'il y a beaucoup d'innovations dans ces technologies, donc les hackers testent de nouvelles choses, innovent. À quoi il faut s'attendre finalement à l'avenir ? On commence à en parler un peu depuis tout à l'heure, c'est que finalement le futur de la cybersécurité se trouve dans l'humain, puisqu'on le sait, il y a des solutions techniques, des innovations, parfait, et le hacker a bien compris qu'un peu le maillon faible finalement des cyberattaques, c'était l'humain, donc la psychologie humaine. Donc si je vous dis deepfake, vous allez me dire c'est quoi encore ce mot ? Qu'est-ce que c'est que ce deepfake ? Très facile à illustrer, en début d'année, on est en mars, le conflit Ukraine-Russie, il y a deux vidéos qui ont quand même marqué les esprits. On voit le président ukrainien demander à son peuple de déposer les armes. Et une autre vidéo, on voit Paris se faire bombarder. Des vidéos ultra choquantes et qui sont aussi criantes de vérité. Ces vidéos sont des deepfakes, donc complètement fausses, truquées. C'est-à-dire qu'on a utilisé l'IA pour créer un contenu faux, donc soit audio, soit visuel. Et là, effectivement, la deepfake, c'est hyper intéressant parce que justement, on va venir toucher l'émotion et la psychologie de l'utilisateur et ça peut être une vraie porte d'entrée pour le hacker qui, lui, on a compris, cherche un business et cherche à avoir un investissement assez rapide. Donc, un élément de déstabilisation. Est-ce qu'on a des exemples de deepfake importants qui ont eu un impact dans les tendances lourdes déjà sur l'avenir je suis d'accord avec Diane, cette tendance qui est de dire comment j'abuse comment je crée une confiance en m'appuyant sur des faux semblants qui marchent très bien et très vite et qui se propagent très vite. Les exemples que Diane a cités, pendant plusieurs heures, l'armée ukrainienne a réellement cru qu'ils étaient en train de déposer les armes. Pendant une fraction de seconde, une partie significative de la population française, mais ça se chiffre en millions, a réellement cru qu'il y avait une attaque en cours sur Paris. Oui. Donc on peut tout à fait imaginer ce genre de scénario s'il se démocratise. Un président d'entreprise qui annonce un dépôt de bilan ou alors le rendre économiquement plus fluide peut avoir un impact très fort, tant sur l'économique que sur le politique. Le politique, on l'a vu dans les exemples que donne Diane. Et là, ce sont des exemples réels qu'a cité Diane. C'est un petit peu effrayant tout ça. Je pense que un mot-clé effrayant, je sais pas, on a peur quand on n'est pas éduqué finalement, apprendre. Et c'est, je pense, le but de cette émission, c'est de dire non, rien n'est dramatique en réalité. Oui, il y a une recrudescence de risques, mais là on est ici pour justement en parler. Aujourd'hui, la réalité n'est pas deepfake. Aujourd'hui, elle est massivement phishing et déni de service sur le web. L'ANSSI, en plus des entreprises que French Tech et Medinsoft recommandent, l'ANSSI est un point de contact pour savoir prioriser, j'ai envie de dire, qui est agnostique de toutes les solutions qu'on pourrait promouvoir et qui a ce mérite-là de vouloir sécuriser la France, en fait. Donc non, pas de paranoïa, juste de l'éducation. On passe 8 heures par jour aujourd'hui contre 4 heures il y a 15 ans sur le numérique. Je pense qu'il est juste naturel de s'éduquer au numérique. Diane, un petit mot de la fin ? Alors effectivement, peut-être casser un peu ce côté parano et avoir peur de la cybersécurité, mais bien au contraire que la cybersécurité fait partie finalement d'une stratégie globale d'entreprise et surtout que c'est un secteur finalement porteur. Donc en termes d'emploi et de formation, il y a vraiment une place à jouer sur la cybersécurité. Très bien, une opportunité aussi. Je ne sais pas si Thomas, tu as un autre petit mot à rajouter. Non, j'espère qu'on aura été utile. Merci beaucoup. Mais écoutez, merci à tous. Moi, simplement pour conclure, je vous engage à regarder une série de vidéos qui sont filmées un peu en mode télé-réalité, faites par l'ANSSI. Ça s'appelle la Hack Academy. HACK Academy, et vous verrez, c'est très drôle et on apprend plein de choses. Donc c'est aussi des nouveaux formats pour s'éduquer et se sensibiliser à la cybersécurité. Merci à tous. Merci Thomas. À très bientôt pour la prochaine émission.